En fait, quand je voyais les objets Opus, je pensais aux gens qui les avaient conçus. Et c'est ça que j'ai eu envie de devenir. J'ai eu envie de devenir une personne qui conçoit des objets. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Inga. Alors Inga Sampé, une designer. Je l'ai connue Opus, mais alors là, il y a très longtemps, à l'époque, je vendais Opus et elle chinait avec sa mère. Avec Inga, ça passait bien, on s'appréciait. Elle bloquait pas mal sur notre stand. Elle m'avait expliqué qu'elle faisait des études de design aux ateliers rue Saint-Sabin. On est resté en contact toutes ces années et j'ai suivi son travail de loin. On a d'ailleurs des objets d'elle. Elle a déjà travaillé pour les plus grands éditeurs qui soient, que ce soit Capellini, Alessi. Elle a travaillé pour Ligrosset. Voilà, donc c'est une personne qui est assez discrète, mais qui a un parcours assez intéressant. On est vraiment dans notre cœur de métier. J'espère que vous apprécierez son univers autant que je l'apprécie. Bonjour Inga. Bonjour Xavier. Ça m'énerve quand les gens se disent bonjour dans les émissions. Bah, c'est on ridicule. se dit pas bonjour, on se dit Bah quoi? non, on se dit pas bonjour. T'es là depuis Bon, un ça quart commence. d'heure. Oui, c'est vrai, mais il faut bien que je te dise bonjour quand même, non? Bon, Inga. Tu as récemment fait une exposition qui s'est achevée en septembre 2024 à la Triennale de Milano. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce travail de la maison imparfaite? Et ben parce que ça m'intéresse pas du tout la perfection. Ça m'ennuie terriblement. Je trouve que ça donne une très mauvaise image de ce que c'est le design. Déjà que les gens ne comprennent pas ce que c'est et que le design, ce n'est pas un style, c'est une discipline. Alors toi, ta définition du design, ça serait quoi? C'est de concevoir des objets qui soient adaptés à une fonction et à un mode de production. D'accord. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément un objet qui soit beau. Par exemple, il y a plein de designers qui font des choses atroces. Il n'en reste pas moins que ce sont des designers. Pour reprendre le truc à revers, Non, mais là, Raymond je parle Loewy qui disait la laideur se vend mal, qui lui cachait. Oui, mais c'est pas Les- vrai les ça que la massifs. laideur se vend mal. C'est pas vrai, puisqu'il y a plein de choses atroces qui se vendent très très bien. Toutes les fenêtres en PVC et les volets roulants qui défigurent toutes les maisons, ça se vend très bien. Donc non, la laideur se vend très bien. Tu as dit que tu avais eu un intérêt précoce aux objets. Bah, déjà, ma mère s'intéressait énormément aux objets. Du côté de mon père, c'était la même chose aussi. Moi, ce qui me semble toujours étonnant, c'est qu'on s'intéresse pas aux objets, alors que la première chose qui se passe quand on naît, c'est qu'on vous met dans un berceau. Ils sont assez intéressants, transparents, dans la maternité. Comme ça, la mère peut voir son bébé en transparence sans se relever. Et sur des roulettes, enfin, c'est très bien conçu. Donc, on est entouré d'objets dès la première seconde de vie. Donc, ça me paraît normal de s'y intéresser. Quand j'étais adolescente, j'allais tous les week-ends avec ma mère au Puce de Vente. On allait aussi à Clignancourt et à Montreuil. Je suis pas une vraie chineuse, moi, je suis une observeuse. Ma mère, c'est une épouvantable chineuse. Elle peut pas voir un truc joli sans l'acheter. Alors que moi, ce qui me suffit, c'est de le voir. J'ai pas forcément le besoin de le posséder. Et pour moi, c'est une manière d'apprendre les objets. Tu feuillettes la vie quotidienne. Est-ce que ça t'arrive de voir des objets quand tu vas au Puce que tu as dessinés toi? Non, mais ça m'arrive pas encore. Mais dans la lettre de motivation que j'ai écrite pour rentrer à l'école de design que j'ai faite, j'avais écrit que mon but, c'était que plus tard, mes objets se retrouvent au Puce. Et on avait jugé que c'était extrêmement prétentieux de ma part. Alors qu'au Puce, il y a plein de merde. Bon, et si on te disait que ton truc, il vaut 10 balles, ça te ferait quoi? Oh, mais ça me gêne pas du tout. Je connais très bien la fluctuation des goûts et des dégoûts, donc ça me fait rien du tout. T'as fait tes études aux ateliers? Ouais, qu'on appelle l'ENSI maintenant. Moi, j'appelle ça les ateliers. Oui, mais il y a des moments, on dit plus les PTT non plus. C'est vrai. Tu avais fait un mémoire, si je ne m'abuse, sur la désuétude. Comment finalement un objet qui a été démodé et même détesté peut ensuite revenir en grâce par une sorte de charme désuet. Tout d'abord, avant de peut-être éventuellement devenir un grand classique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a bien vu avec Charlotte Perriand, Jean Prouvé et compagnie, que toi tu récupérais gratuit à la Cité universitaire et Serge Mouille, et ensuite qui sont devenus des pièces introuvables, alors qu'à l'époque, personne n'en avait rien à faire. En fait, quand je voyais les objets Opus, je pensais aux gens qui les avaient conçus. Parce que moi, j'ai toujours vu mes parents douter et se dire, est-ce que je rapproche ce personnage-là de 2 mm? Qu'est-ce que t'en penses? Ce chien, tu trouves qu'il a l'air content ou pas? Ou je lui fais pas la langue qui pend? Tout ce cheminement de création artistique, je l'ai retransposé. J'ai imaginé tout ce qui se passait avec les personnes qui concevaient les objets. Et c'est ça que j'ai eu envie de devenir.
qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu ton processus de création, c'est-à-dire jusqu'à l'aspect technique, jusqu'à la fabrication en fait. Eh bien, je commence par dessiner Mm. énormément parce que je suis très lente pour trouver des idées. Et je dessine tout le temps la même chose, tout le temps, jusqu'à ce que finalement j'arrive peut-être à trouver un autre biais ou quelque chose d'autre. C'est très laborieux. Il n'y a pas de fulgurance. Tu travailles aussi sur des objets qu'on t'a pas forcément commandés. Ça peut m'arriver, mais comme en général on me commande des trucs et que je suis très lente, j'ai pas trop intérêt à multiplier les erreurs, enfin les errances plutôt. Oui, les errances, oui. Voilà, bon. Ah bah tiens, là, ça c'est typique. J'ai redessiné la lampe matin qui est un grand succès, alors que c'était pas du tout le sujet. Mais ça m'aide de me remettre en train en redessinant un objet que j'ai déjà dessiné. Mais ça, c'est pas efficace, hein. Suite à ça, tu as travaillé quand même avec Mark Hewson et Henri Putman. C'est toi qui as choisi d'aller chez eux ou ça s'est présenté comme ça? Alors, Mark Newson, je l'ai rencontré parce qu'il est venu faire une conférence dans mon école. Je lui ai montré mon dossier et il m'a prise comme stagiaire pendant 6 mois. C'est là que j'ai le plus appris. Il m'a demandé de faire tout le développement technique d'une table en PVC soudée qui devait se déplier, se maintenir par un plateau en plastique. Et c'est là qu'on comprend, quand on fait ça, la nécessité qu'un designer a de maîtriser le processus de A à Z si il veut pas que son objet soit changé par quelqu'un d'autre. Et après, chez André Putman, c'est un copain qui m'a recommandé à elle. André Putman, c'était quelqu'un de extrêmement sympathique et drôle, avec une manière de s'exprimer surprenante, qui ressemble pas du tout à l'image figée qu'on s'en fait, avec déjà ses titres débiles, la grande prêtresse du design et ses portraits figés. Elle était drôle, elle était extrêmement originale, mais elle savait pas dessiner. D'accord. Et donc, c'était plus pour moi une directrice artistique qui disait je veux ci, je veux ça, j'ai vu ça, je voudrais ça comme ça. Et voilà, j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Et en fait, chez André, j'ai appris tout ce que je ne voudrais jamais faire, c'est-à-dire de l'architecture d'intérieur et avoir une grosse équipe. Et alors, avant de monter ton propre studio, tu as Ouais, travaillé enfin, avec ça, d'autres gens? c'est monter son propre Non, mais quand je studio. dis ton Non, mais propre studio, c'est ouais, c'est une peut-être pas. expression de Oui. journaliste. En fait, les gens ne perçoivent pas ce que c'est que le métier de designer. C'est un métier qui est sur le modèle économique des écrivains. C'est-à-dire, les écrivains, on se dit pas « Et alors, vous avez ouvert votre salon d'écriture ?» Oui, c'est vrai. alors que c'est le même modèle économique. On n'est principalement pas payé. On n'a pas d'honoraires de recherche. On est payé aux royalties. On touche selon les ventes des objets. Et nous, les objets, ça met 3 ou 4 ans à sortir. Souvent, on enseigne pour essayer de gagner un peu d'argent, parce que gagner sa vie dans le design, ça prend énormément de temps. Tu as fait la Villa Médicis. C'était quoi ton projet là-bas? J'avais l'atelier d'Ingres, 6 mètres sous plafond avec une vue magnifique sur Rome, et dans laquelle je passais ma journée à plisser des grandes feuilles pour faire des luminaires. Donc, je faisais des objets, et grâce à ça, j'ai présenté ces grands luminaires plissés que j'avais fait à Capellini, et ça a été mon premier objet édité. Mais ils ne savaient pas du tout comment les fabriquer. Donc c'est moi qui ai mis au point la fabrication en trouvant l'entreprise technique qui serait capable de le fabriquer. C'est comme ça que j'ai pu être édité. C'est grâce à ce premier objet, cette première lampe éditée chez Capellini et un autre mobilier que j'ai fait aussi à la Villa Médicis pour une exposition qui s'appelle le mobilier Brosse, qui ensuite a été édité par Edra, que j'ai eu enfin une espèce de présence dans la presse qui fait que j'ai enfin été contactée par des entreprises françaises, dont Ligne Rosée. Ah tiens, le meuble moustache. Alors ça, c'est une question aussi. Meuble pareil. Brosse, ouais. Le meuble brosse, moi je l'appelle moustache, mais c'est un meuble conceptuel. Enfin, Oui, bien sûr, d'avoir un meuble qui est toujours ouvert et toujours fermé. C'était juste ça mon idée. Ouais. Donc on passe le bras à l'intérieur, on peut écarter les fibres, et je voulais pas que ça soit des fibres dans le style jupe de tahitienne, que ça fasse un peu ethnique. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser de la brosse industrielle. Cette technique s'appelle la brush strip. Je me suis d'abord renseignée sur toutes les techniques de brosserie chez les brossiers français. Et une fois que j'avais bien compris, j'ai téléphoné aux brossiers italiens pour leur demander leur capacité. C'est comme ça que j'ai trouvé un brossier en Toscane. Oui, donc c'est vraiment un travail de recherche, quoi. À l'époque, oui, c'était moi qui faisais ça, parce que de toute façon,
Personne ne me connaissait. Si en plus je leur proposais des projets compliqués, ils allaient se dire ça, c'est des maquettes. Alors, c'est des maquettes qui sont un peu tordues, mais ça aide énormément. Si on est étudiant, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des machines pour faire des maquettes. Mais c'est hyper important de les faire parce que ça permet de réaliser des choses qu'on ne voit pas sur écran. Oui, d'avoir des volumes, Voilà. ou de voir qu'un truc ne tient pas. Voilà, ou que c'est mal proportionné. Celle-ci, Par exemple, surtout là, celle-là, c'est génial, hein. Celle-là, bon, ça c'est une maquette. On voit le résultat final ici. Voilà, elle est là. Donc on voit que c'est proche, et qu'il y a eu forcément des modifications, mais que ça nous a aidés. Nous, on fait aussi pas mal d'impression 3D, mais surtout pour des détails. Là, c'était pour l'appréhension des poignées des cocottes. Ouais. Donc là, avec 2 courbes différentes pour voir laquelle serait mieux. Comment- Donc, pour chaque projet, on a une boîte qu'on garde avec des éléments qui peuvent nous servir pour les expositions. Quand on regarde un petit peu les marques pour lesquelles tu as travaillé, en général, c'est des marques familiales. C'était ton choix d'aller plutôt vers des trucs comme ça. Oui, je privilégie toujours les entreprises familiales parce que je sais qu'elles veulent vraiment faire quelque chose pour leur société, que c'est assez viscéral en général. Je préfère faire des objets avec une entreprise minuscule. Mais je sais qu'on va avoir un dialogue, que ça va être efficace. Oh, d'accord, je vais gagner moins d'argent, mais au moins ça va exister. Ça risque d'être plus rapide, ça va être qualitatif et on a les mêmes intérêts en fin de compte. Maintenant, il y a aussi ton actualité. Tu travailles sur les objets sur lesquels tu travailles actuellement, les derniers objets que tu as faits. Oh, là, on vient de sortir une collection de carrelage avec cette entreprise italienne Mutina, entièrement dessinée à la main. C'est des petites scénettes un peu bizarres. Et puis aussi des motifs graphiques. On travaille sur des lampes pour Hey, qui est cette marque danoise qui a pris un essor considérable. Et puis on travaille sur du mobilier pour Glace Italia. J'ai beaucoup aimé travailler avec Revol. Et pour eux, j'ai fait une collection de cocottes en céramique. C'est chouette de voir qu'enfin, des entreprises françaises qui ne pensaient pas forcément faire travailler des designers extérieurs à l'entreprise font appel à des designers indépendants. Et tu l'expliques pas, en fait. C'est tout d'un coup, Si, maintenant je l'explique, parce que il y a beaucoup de designers français très très connus. Et donc, on voit bien qu'ils collaborent à 90% avec des entreprises étrangères. Donc, il y en a certains qui se disent, bon, peut-être que nous aussi, on pourrait, alors que oui, bien sûr.